Bonjour Thibaut, merci beaucoup de cette interview-là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, du coup, moi je suis doctorant en santé publique. J'ai commencé un doctorat en épidémiologie sur les contaminants alimentaires environnementaux en octobre dernier. Et j'étudie les liens entre cette exposition-là et la survenue du cancer du sein et de mortalité. Donc, de formation initiale, j'ai un double diplôme d'ingénieur agroparitech où je me suis spécialisé en nutrition humaine. J'ai complété cette formation avec un master en santé publique, avec une option épidémiologie. Avant de commencer cette thèse, j'ai travaillé pendant 2 ans, 2 premiers mois à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, sur l'enquête 1K3. Donc, c'est une grande enquête nationale sur ce que les Français consomment. Et j'ai également travaillé sur la surveillance des pesticides qu'on appelle phytopharmacovigilance. Ensuite, je suis partie à Bruxelles pendant 1 an et 10 mois où j'ai travaillé au service public fédéral de santé publique. Donc là-bas, c'est le nom du ministère de la Santé. Là, c'était plutôt ce qu'on appelle de l'évaluation et de la gestion de risques de sécurité alimentaire. Donc c'est tout ce qui touche à la politique européenne et belge en termes de sécurité sanitaire des aliments, mais vraiment au terme très large, les additifs alimentaires, les contaminants environnementaux, les autorisations de mise sur le marché. Et ce qui était assez intéressant, c'est que c'était assez transversal en termes de discipline, de la nutrition, toxicologie, de la réglementation, de la chimie. Donc, c'était assez intéressant. Donc, tu es aussi le créateur et blogueur sur le site quodans-mon-assiette.fr. Comment est venue l'idée de ce site? Depuis combien de temps? Et c'est quoi la ligne éditoriale? Qu'est-ce que tu fais dessus? Du coup, j'ai commencé ce blog-là en janvier 2016. J'aimais bien lire la presse scientifique ainsi que vulgarisée. Et également, je lisais pas mal d'informations sur l'alimentation et la nutrition sur Internet. Et j'étais des fois souvent déçu par le contenu, par le manque de sources, le manque de liens vers les publications originelles, voire la déformation de l'information dans les grands médias, mais également sur certains blogs. Et du coup, j'ai voulu créer ce blog un peu pour faire un contrepoids par rapport à ça et essayer de fournir une information scientifique un peu plus vulgarisée, essayer de proposer un éclairage sur des controverses alimentaires, hein, puisqu'on a pas mal lié à l'alimentation, comme tout le monde est touché par ce sujet-là. Et donc, le but, c'était de proposer des articles sur l'alimentation, la santé humaine, l'environnement, des fois. C'est assez varié. Des fois, j'ai fait aussi des articles un peu plus originaux en sciences sociales. Ça dépend un petit peu. Mais ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de fournir des sources valides et fiables, donc de sites institutionnels ou des rapports scientifiques ou de publications. Donc ça, c'était un peu le point d'honneur que j'ai voulu mettre en place pour le blog Quoi dans mon assiette. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller le voir parce qu'à la fois sur le fond et sur la forme, il est très intéressant. Depuis la mi-janvier, tu as basculé un petit peu en termes de thématique, même si tu es déjà très autour de la santé. Et depuis la mi-janvier, tu as commencé à faire des articles autour du coronavirus. C'est ce qui a attiré mon attention, hein, notamment des synthèses où tu revenais sur le vrai du faux, tu allais dans le fond d'un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que dans cette période un peu trouble où il y a beaucoup d'informations de qualité, parfois très aléatoires, je pense que ton site a été repéré comme étant une source extrêmement fiable et intéressante et approfondissante sur le sujet. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet-là fin mi-janvier, fin janvier? En fait, c'est dès début janvier, j'avais commencé à lire des articles qui parlaient d'une pneumonie inconnue. À l'époque, j'avais aucune idée que ça allait devenir une pandémie et que ça allait se répandre autant. Et après, j'ai vu rapidement que l'épidémie se répandait de façon intense en Chine. Et moi, je m'étais dit personnellement que je vois pas trop pourquoi ça s'exporterait pas forcément ailleurs et avec tout le trafic aérien. Et également, je trouve que c'était un sujet intéressant pour mes lecteurs et pour tout le monde d'informer sur ce sujet de santé humaine.
Et c'est pour ça que j'ai écrit à peu près 4 articles sur le nouveau coronavirus. Donc, pour expliquer comment on modélise une épidémie, comment on peut évaluer les risques, quels sont les indicateurs auxquels on s'intéresse pour voir la gravité d'une épidémie et comment elle se répand, également en termes de symptômes. Et j'ai également proposé dernièrement un petit kit sous forme de PowerPoint PDF qui faisait une grosse synthèse de nombreuses publications scientifiques que j'ai lues sur le sujet. Et là, c'est une version beaucoup plus grand public, bien sûr, et sous forme un peu de questions-réponses. Donc, je réponds à peu près à 30 ou 40 questions sous forme d'images. Donc, ça, c'était une sorte d'outil que je voulais proposer aux lecteurs. Et j'ai vu que ça a été au final assez relayé dans les professionnels de santé, puisque j'ai eu pas mal de retours de médecins et de chercheurs plutôt positifs. Et un article notamment qui était assez important et que tu avais également relevé, c'était celui sur la mésinformation. Parce que c'est vrai qu'on a eu une masse d'informations inouïes sur le coronavirus. Enfin, quand on tape dans Google coronavirus, on a, je me demande si on n'a pas 500, je ne sais plus si c'est millions ou milliards de résultats, mais c'est vraiment énorme. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément de formation scientifique, c'est difficile de s'y retrouver dans le vrai du faux. D'accord. Ben, effectivement, cet article-là, je l'ai repéré et je pense que tu l'as titré d'ailleurs hein, sur la lutte contre l'infodémie, sur la lutte contre les fake news. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette question de l'infodémie ou des fake news dans le domaine de la santé? Dans la nutrition, tu en parlais tout à l'heure, c'est souvent le cas aussi. Quel regard tu as sur cette infodémie, sur ces fake news? Ben, avec la rapidité la facilité qu'on peut de tweeter et partager un contenu, en fait, ça va très rapidement. Il y avait même une étude vraiment intéressante qui était sortie dans Science qui avait montré que les informations fausses étaient relayées beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus importante que les vraies informations scientifiques. Et, et en fait, je pense qu'il y a le fait que peut-être que les gens ne prennent pas de recul par rapport à ce qu'ils lisent. Et également, des fois, que la qualité de l'information en elle-même n'est pas forcément géniale, puisque pour pas mal d'articles, on n'a pas de source primaire. Moi, je trouve que quand on lit la presse généraliste et qui nous parle d'une étude, ben, on n'a jamais de lien qui nous permet de revenir sur l'étude originale si on a envie de la lire ou la lire avec un Google Traduction, puisque souvent les publications sont en anglais. Et je trouve que c'est difficile de revenir vers l'information originale. Après, je pense qu'il faut également se poser quelques questions quand on lit un article. Donc, qui est l'auteur de cet article ou du site? Est-ce qu'on peut le considérer comme quelqu'un de fiable? Est-ce qu'il a de l'expertise et des connaissances dans le sujet? Donc, pour moi, un peu un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs en termes d'expertise. Je pense qu'il faut également se demander quand on lit des blogs si le site internet est sponsorisé ou pas, parce que ça peut avoir de l'influence, en particulier dans l'alimentation et la santé. Il y a souvent des contenus qui sont sponsorisés. Et, et la question du coup de la source, est-ce que l'information est sourcée? Est-ce que le site internet est mis à jour régulièrement? Est-ce qu'il y a une rubrique de contact ou d'à propos sur l'auteur? Est-ce qu'il y a également un vrai nom derrière cet auteur-là? Parce que ça, c'est aussi facile de garder l'anonymat sur Internet et de relayer des informations qui ne sont pas forcément exactes. Moi, j'ai vu justement sur Twitter qu'il y avait pas mal de comptes qui se sont créés, Coronavirus 2019, Coronavirus, Information, qui publient plein d'articles. Alors, des fois, il y a des informations qui sont exactes, mais il y en a, souvent, c'est assez partiel ou déformé. Et c'est plutôt pour faire le buzz et faire un peu peur, parce qu'il y a souvent des articles qui jouent un peu sur la peur des gens en disant euh, le nombre de morts, la théorie du complot. Et du coup, il faut un peu se méfier de ce type d'article quand le but de l'article est un peu de faire ressentir une émotion comme de la colère ou de l'incompréhension. Il faut se poser des fois quelques questions sur le but de l'auteur de l'article, je pense également. Alors, effectivement, je crois que
ça sera une bonne leçon pour chacun de prendre du recul. D'ailleurs, on a vu beaucoup de choses circuler, y compris par WhatsApp, hein, sur les messageries, avec en en-tête, mon ami pharmacien, mon ami médecin m'a dit, toutes ces choses-là aussi sont assez, parfois un peu inquiétantes. Exactement. Puis après, quand on pose des questions sur mais qui a vraiment dit ça? Et puis on n'arrive pas à remonter au premier auteur. Et oui, là, les rumeurs, ça va bon train. Non, non, puis ça marche très, très fort sur les réseaux sociaux, on le sait, surtout dans une période d'inquiétude comme ça se relaye assez facilement. Comme tu le disais, tu es épidémiologiste de formation, tu as visiblement une sensibilité pour le digital, en tout cas tu l'utilises très bien. Quel regard tu poses sur tous ces outils digitaux qui sont utilisés aujourd'hui pour le coronavirus ou dans le domaine de la santé? Quel regard? Je pense que ça peut être utilisé de façon assez intéressante pour communiquer au grand public rapidement des informations fiables. Par exemple, récemment, il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui avait créé justement un groupe WhatsApp pour que les gens puissent s'informer, donc avoir des informations fiables directes de l'OMS. Donc, on pouvait poser des questions par WhatsApp en tapant un numéro. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il y a d'autres pays, à Singapour ou à Taïwan, qui ont mis en place des choses similaires. Et je pense qu'on pourrait mettre en place des choses similaires en France. Également être peut-être plus présent sur les réseaux sociaux parce que justement, quand il n'y a pas de source fiable ou institutionnelle qui communique, ça laisse la place à d'autres personnes pour communiquer qui vont peut-être communiquer de la mésinformation. Ensuite, il y a un autre aspect peut-être qui pourrait être utilisé par le digital, c'est tout ce qui est un peu au retraçage des cas. Donc, je sais que dans certains pays, il y a des applications qui ont été développées pour signaler où sont plus ou moins les personnes infectées, également pouvoir retracer leur historique, où est-ce qu'elles se sont déplacées, du coup voir qui elles ont potentiellement peut-être contaminées en chemin. Après, ça pose également la question assez importante de la vie privée, de la gestion des données. Donc ça, c'est pas non plus négligeable, je pense. Donc, Ces mappings-là qu'on a vu apparaître, il y a pléthore de cartes digitales aujourd'hui ou de dashboards qui existent. oui. Chaque pays quasiment a le sien. Il y a celui de référence de John Hopkins qu'on nous montre régulièrement. Quel regard tu as sur ces cartes aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles pourraient être améliorées ou comment elles peuvent être utiles en termes d'épidémiologie aussi pour vous? Ben moi, je trouve que c'est vraiment des outils formidables et super utiles. Après, il faut également à chaque fois vérifier d'où viennent les informations, puisque je pense qu'on peut avoir un peu d'incertitude sur l'exactitude des informations. Mais après, au global, je pense que c'est plutôt exact. Il y a également les institutions comme l'ECDC, donc le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, qui a mis en place le même type de dashboard que l'université de Johns Hopkins. Donc ça, c'est assez intéressant parce que tu peux justement extraire les données et les étudier toi-même, donc voir comment évolue le nombre de décès, le nombre de cas, faire des calculs par rapport à la létalité et voir des choses un peu plus complexes comme de la modélisation. Puisqu'il y a eu justement pas mal de chercheurs qui ont utilisé ces données mises en libre accès, parce que ça, c'est assez exceptionnel, j'ai trouvé durant cette pandémie, c'est le partage d'informations. On a eu très vite accès à plein de données sur les personnes infectées, le nombre de personnes infectées à tel endroit. Donc ça, c'était vraiment très utile pour étudier la dynamique de cette épidémie. Il y a également un autre site, je pense que ça s'appelle NextTrain, qui partage les séquences génétiques du nouveau coronavirus. C'est vrai que c'est aussi très intéressant. Il y a eu beaucoup d'interactions entre les chercheurs et les autorités de santé publique et c'était assez exceptionnel cet échange d'informations, j'ai trouvé. J'invite encore à aller voir ton site. Deux questions sur ton site. D'abord, le prochain article, c'est quoi? Fais-nous le teasing sur quoi tu es en train de travailler. Alors, sachant qu'il y a toute la mise à jour de ce que tu as déjà publié, qui, à mon avis, doit déjà prendre pas mal de temps.
Et puis, est-ce que tu as vu du coup un impact sur le trafic, un impact sur les contacts que tu peux avoir depuis que tu t'es intéressé à ce sujet du coronavirus? Donc oui, c'est ça, c'est vrai que la mise à jour des informations sur le coronavirus, donc sur le PowerPoint que j'ai fourni, que j'ai appelé un peu kit de survie, j'essaye de le mettre à jour tous les 2-4 jours à peu près. Après, par exemple, je ne mets pas forcément à jour tout le temps le nombre de décès et de cas parce que de mon point de vue, ce n'est pas forcément utile de regarder ces chiffres tous les jours parce qu'on sait qu'ils vont augmenter et évoluer. Je pense que ce n'est pas nécessaire de regarder tous les jours ces chiffres qu'on nous montre également tout le temps dans les médias et qui font justement peut-être un peu peur des fois. Et du coup, en termes de prochain article, là, j'étais en train de préparer une vidéo puisque j'ai ouvert une chaîne YouTube assez récemment, il y a 2-3 mois. Donc, c'était une vidéo sur les antioxydants alimentaires parce que je trouve qu'il y a pas mal de personnes et également des entreprises qui communiquent sur les régimes détox, les cures détox, les propriétés antioxydantes de certains aliments. Et donc, je voulais ramener un petit peu de science dessus parce qu'il y a beaucoup plus de marketing dessus que de preuves scientifiques sur les antioxydants parce que ça a été beaucoup étudié au niveau des modèles cellulaires et animaux en montrant des effets bénéfiques. Et quand on s'est intéressé aux études humaines, avec par exemple des compléments alimentaires sur contenant des antioxydants, et bien là, souvent, on n'avait pas d'effet sur la santé, donc c'était plutôt décevant, voire des effets néfastes, comme si on prend l'exemple de la bêta-carotène chez les fumeurs. On sait que ça a un effet négatif sur la santé en termes de risque pour le cancer du poumon. Donc, je pense que c'est intéressant de communiquer dessus sur qu'est-ce que c'est un antioxydant, qu'est-ce que c'est des espèces radicalaires, le stress oxydant, pour un peu éclairer les gens. Et Tu vas retourner à tes premiers amours, ceux de l'alimentation et de la nutrition. Et sur le trafic, du coup, qu'est-ce que tu as observé depuis 2 mois, 1 mois et demi maintenant? donc, en termes de trafic, moi, ça a plutôt augmenté parce que je pense que j'ai bien eu quand même une augmentation de 1000 visiteurs, voire 2000 visiteurs par jour en plus qui consultaient mes articles sur le coronavirus. Même à un moment, je pense que ça a bien atteint 40% du trafic de mon site. Bon, j'étais assez surpris moi-même. Et, euh, et donc oui, puisque j'ai regardé là entre janvier et aujourd'hui, sur les 5 articles que j'ai écrits, au total, ils ont été vus, je crois, 100 000 fois. Donc c'est vraiment... moi, j'étais surpris dans le bon sens, on va dire. Non, mais super. En tout cas, le contenu que tu fais à la fois dans le fond et dans la forme, je te l'ai dit déjà, est excellent. Et c'est Merci. pour ça que je voulais te mettre en avant et faire parler de ton site et de ton contenu et de ton initiative. Donc voilà. Juste une dernière question. Tu parlais d'alimentation tout à l'heure. Alimentation et renforcement des défenses immunitaires. Qu'est-ce que tu nous conseilles de manger là en confinement pour pouvoir renforcer nos défenses immunitaires? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut aider ou au contraire c'est du pipeau? Alors, je pense qu'en fait, si on est déjà en bonne santé, qu'on n'a pas de problème de carence nutritionnelle ou d'excès nutritionnel, alors les carences nutritionnelles en France, c'est quand même plutôt rare, enfin pour les protéines ou vitamines, sauf si des personnes prennent un régime qui est plutôt monodiète, donc c'est en fait qu'on consomme toujours les mêmes groupes d'aliments et qu'on en exclut certains. Donc forcément, on a un peu plus de risque d'avoir des déséquilibres nutritionnels. Mais, mais en termes de conseils concrets, ce serait plutôt de suivre les recommandations nationales du PNNS, donc consommer régulièrement des fruits et légumes si on peut, varier les sources protéiques en termes de viande, de poisson, des œufs, mais également les protéines d'origine végétale, donc dans les légumineuses ou les céréales complètes. Donc on peut varier les deux et essayer de limiter les aliments un peu plaisir qui sont un peu trop gras, trop salés. Donc, c'est souvent des aliments qui sont assez transformés, comme les biscuits, les glaces, les bonbons, les gâteaux. Alors, enfin, c'est pas des aliments en soi qui sont dangereux parce que certains avaient un peu peur
des additifs et tout. Les additifs, avant d'être autorisés, on fait des évaluations de risque, on étudie l'exposition des gens par rapport à des seuils toxicologiques. Et l'exposition est souvent plutôt faible et donc le risque est assez faible pour les additifs alimentaires. Mais il faut se dire que ce n'est pas un aliment qui va poser un problème de santé, mais un peu l'ensemble des habitudes alimentaires. Et je pense que le conseil que je peux donner, c'est manger diversifié, mais également de bonne qualité nutritionnelle. Parce qu'on peut manger diversifié, mais diversifié un peu dans la junk food. Ça, je peux manger. Kebab. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre manger diversifié, mais de bonne qualité nutritionnelle, c'est-à-dire un peu manger sainement. Mais des fois, quand on dit manger sain, ça ne parle pas forcément aux gens. Mais après, ça peut être des gestes très simples. C'est par exemple remplacer les pâtes par des pâtes complètes, le pain blanc par du pain complet, manger une pomme en plus. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui sont très compliquées. Je pense qu'il faut également un peu plus cuisiner maison, parce que comme ça, on sait ce qu'on met dans nos aliments. Et c'est vrai que les aliments très transformés, des fois nommés ultra transformés, sont souvent de moins bonne qualité nutritionnelle, donc un peu plus gras, un peu plus sucré. Et donc, il faut essayer de limiter ce type d'aliments tout préparés si on peut. Merci beaucoup de ces conseils, Thibaut. En tout cas, merci de ton temps et bravo pour l'initiative. On continuera à te lire et j'invite encore une fois tout le monde à aller voir quoidansmonassiette.fr, aller te suivre sur YouTube, sur LinkedIn. Il y a les liens dans la vidéo, donc ça permettra de venir te suivre et suivre les prochaines publications. Et puis, si tu as d'autres choses à dire, on reviendra pour d'autres interviews pour te donner la parole. Merci, Thibaut. Merci beaucoup. Plaisir. Voilà, super.